Il est sans doute le barbare le plus connu de la culture populaire. Immortalisé au cinéma par Arnold Schwarzenegger en 1982 puis en 1984, ce personnage vit dans un passé mythique appelé l'âge iborien, que l'on peut situer après la destruction d'Atlantis et avant le début de l'histoire écrite. Fils d'un forgeron du Grand Nord, il s'est fait un nom en voyageant à travers un vaste monde hostile, foulant les trônes de la terre de sa sandale de cuir avant de devenir roi lui-même, combattant sorciers et autres monstres. Asocial, volubile, il aime se battre, faire la fête, mais avant tout, c'est un homme libre. La psychologie n'est pas son fort, il préfère frapper, trancher et zigouiller tous ceux qui lui cherchent des noises. Ce barbare, c'est Conan. C'est alors que vint Conan le Cimmérien. Cheveux noirs, regard sombre, épée au poing, un voleur, un pillard, un tueur aux accès de mélancolie, tout aussi démesuré que ses joies, pour fouler de ses sandales les trônes constellés de joyaux de la terre. Créé par Robert E. Howard, l'un des plus prolifiques écrivains du début du XXe siècle, Conan mène une vie musclée faite de bagarres jubilatoires et communicatives sous la plume de l'écrivain américain. Disparu seulement à 30 ans, Howard laisse derrière lui des milliers de pages de pulp mettant en scène des personnages de toutes sortes, évoluant dans le fantastique horrifique ou le récit historique. Conan a débuté sa première vie artistique dans les pulps des années 1920, mais il doit une partie de sa popularité aux comics Marvel des années 70, et en particulier à l'initiative de l'auteur Roy Thomas et du dessinateur britannique Barry Smith, plus tard connu sous le nom de Barry Windsor Smith, qui lanceront les comics d'Heroic Fantasy et le genre épée et sorcellerie avec Conan the Barbarian dans deux magazines en noir et blanc, Savage Tale de 1971 à 1975 et Savage World of Conan de 1974 à 1996. Le succès de Conan incitera Marvel à créer d'autres comics mettant en scène des guerriers comme le roi Kul, un guerrier Atlante, ou même Sonia la Rousse, appelée la Diablesse à l'épée qui obtiendra sa propre série en 1977. Je vous propose de revenir sur les origines de Conan, des pulps aux comics, pour retracer le fabuleux destin d'un personnage haut en couleur qui devient l'archétype du barbare dans l'imaginaire des passionnés de l'heroic fantasy. Beaucoup pensent que Robert E. Howard est le premier écrivain à cristalliser tous les éléments de l'heroic fantasy. Mais il n'en est rien, puisque le genre épée et sorcellerie a des racines très éloignées des premières productions de fantasy de Howard parues dans les pages du magazine Weird Tales peu après 1930 et juste avant la mort prématurée de Howard. Ce genre remonte quasiment au commencement de la littérature où des guerriers héroïques comme Conan traversaient des mondes préhistoriques peuplés de monstres et de sorciers à pourfendre. L'histoire de Saint Georges, un saint totalement légendaire dont l'existence est mise en doute dès le 5e siècle, en est probablement le premier exemple. Le combat de Georges contre le dragon est un sujet très souvent représenté, surtout à partir du XIIIe siècle. C'est également le cas de Siegfried, un autre héros légendaire de la mythologie nordique qui apparaît dans plusieurs poèmes héroïques au XIIIe siècle. On peut aussi parler de Beowulf, un héros tiré d'un poème épique de la littérature anglo-saxonne, probablement composé entre la première moitié du 7e siècle et la fin du premier millénaire, mais dont la première trace écrite remonte au 10e ou 11e siècle. Vous le constatez, les origines peuvent être lointaines, et pour recentrer sur le 20e siècle, Howard n'est pas non plus le premier à avoir donné une forme existante à ses récits d'épée et de sorcellerie. En effet, entre 1905 et 1915, un soldat irlandais, poète, dramaturge et globetrotter du nom de Lord Dunsany écrivit des fables d'heroic fantasy, à commencer par le premier des 7 ouvrages qu'il publia, appelé Les dieux de Pegana. Howard s'en est énormément inspiré. Les œuvres de Dunsany s'inspiraient elles-mêmes de contes de Grèce et de Rome, des récits d'Hérodote ou de Pline, auxquels s'ajoutaient des féeries orientales à la façon contes Mille et une nuits. Les contes qui se rapprochent le plus de l'ambiance des histoires d'Howard sont sans doute ceux tirés d'au rebord du monde, qui se situent dans des royaumes lointains, hors de nos champs de connaissances. Il y a également un autre auteur qui, entre 1919 et 1926, publia tout un ensemble de récits du genre épée et sorcellerie, et cet auteur, c'est Howard Philip Lovecraft en personne. Plus connu pour ses mythes de Cthulhu, Lovecraft a également été très prolifique dans le récit s'apparentant au genre. Grand admirateur des fables de Dunsany, Lovecraft va pendant 8 ans produire des récits très proches du style de l'Irlandais, comme Polaris, La malédiction de Sarnath, Le bateau blanc ou Les chats d'Ultar. De même, son ami Clark Ashton Smith publia également des nouvelles de fantasy, à commencer par La dernière incantation qui parlait de Poséidonis, la dernière île de l'Atlantide. De même, dans l'histoire de Satampra Zairos, l'auteur présente la nation historique d'Hyperborée, et dans l'Empire des Nécromants, il parle du continent de Zotique. En évoquant des continents oubliés, ces auteurs créent une histoire et une géographie de A à Z, chose qui leur laisse le champ libre pour leur imaginaire, beaucoup plus que s'ils s'en tenaient à un cadre historique.
Et lorsque Howard entre en scène, une différence essentielle apparaît par rapport à ses collègues. Il apporte à ses romans un réalisme bien plus exigeant. Ses amis avaient une vision romantique de la préhistoire. Howard apportera le sang, la crasse et la sueur. Pas question pour Conan de se lancer dans une quête romantique. C'est un mercenaire qui se bat pour de l'argent, pas un aventurier, ou alors bien involontairement. Il lutte pour survivre dans un monde barbare où tout n'est que souffrance, et il n'y a que rarement des fins heureuses. Howard vend sa première histoire à Vertels en juillet 1925 alors qu'il n'a que 15 ans. Lance et Crow met en scène des hommes des cavernes. Mais dès le second récit, il se lance dans les récits d'aventure historiques avec Crâne de loup. Influencé par Burroughs, Haggard ou Romer, Howard veut écrire des ouvrages historiques et veut avoir sa place dans l'un des pulps américains les plus populaires de l'époque, appelé Argosy. Mais rapidement, il se rend compte qu'il ne pourra pas percer sur ce marché, alors il se rabat sur Vertels. Il vend des récits d'aventure contenant du surnaturel et de la magie pour pouvoir être publiés dans le magazine. En 1929, il vend son récit appelé L'Empire fantôme à Vertels, qui est l'aventure initiale de Kull. Marqué par des écrits de Smith et Lovecraft, le roi Kull d'Howard est clairement influencé par les contes Atlantes de Smith. En décembre 1932, paraît la première aventure mettant en scène Conan le Cimérien, The Phoenix on the Sword. Aussitôt l'engouement est total et il appelle d'autres récits. Robert E. Howard s'y attelle et au moment de sa mort en 1936, 18 histoires ont été publiées. Son monde de l'âge iborien est décrit avec autant de finesse que la Terre du Milieu de Tolkien, mais plus important que tout, le genre créé par Howard se distingue de tout ce qui a alors été écrit, car on y retrouve un cadre historique mêlé à des éléments de magie ou de surnaturel. Howard choisissait aussi soigneusement le nom de ses personnages, si proches de ceux que l'on trouve dans les légendes ou les manuels d'histoire. Il fit télescoper l'histoire et la géographie dans un univers à la fois totalement nouveau et pourtant familier, mais toujours en plantant le décor en un minimum de mots. Howard explique comment le Cimérien est né. Conan semble surgir à mon esprit presque sans aucun effort de ma part, et immédiatement, un flot de récits se mit à jaillir de ma plume, ou plutôt de ma machine à écrire, toujours sans effort. Il me semblait que je n'étais pas en train d'écrire, mais simplement de relater des événements qui s'étaient réellement produits. Histoire après histoire, tout s'enchaînait à une vitesse telle que j'avais du mal à garder le rythme. Pendant des semaines, je ne fis qu'écrire les aventures de Conan. Le personnage prit totalement possession de mon esprit, écartant tout ce qui pouvait se mettre en travers de l'écriture de ces récits. Le succès de ces nouvelles pousse d'autres auteurs à l'imiter sans jamais l'égaler, et la fabuleuse destinée de ses écrits prend alors son envol dans les pulps. Le mot pulp a intégré le vocabulaire commun que très tardivement, et il a même été popularisé à la sortie du film Pulp Fiction de Tarantino. Mais le terme est en fait né à la fin du 19e siècle. Il était utilisé pour désigner un genre de livre à usage unique, les livres de poche ou magazines bon marché de fiction imprimée sur du papier de très mauvaise qualité. Pulp est l'abréviation de wood pulp, qui désigne une matière fibreuse produite à partir de papier recyclé et de bois. Précurseurs des comics, ils ont atteint leur plus grande diffusion dans les années 20 et 30. Ils ont permis de faire connaître plusieurs héros qui sont rapidement devenus populaires, tels que Zorro, Fu Manchu, Doc Savage, The Shadow et bien sûr Conan le Barbare. Robert Ervin Howard est né le 22 janvier 1906 à Pister, au Texas. Il est très imaginatif et retient bien les histoires qu'il lit ou entend. Encouragé par sa mère, il dévore tous les livres qu'il trouve. En 1919, sa famille s'installe à Cross Plains, juste avant le boom pétrolier des années 1920. Attirés par l'appât du gain que constituent les champs pétrolifères, de nombreuses personnes viennent dans la ville où vit Howard. Celles qui recherchent du travail, mais également les escrocs, les parieurs, les vagabonds, les filles de saloon, mais aussi tous les spéculateurs qui veulent se faire de l'argent facile. Howard découvre un monde brutal, rempli d'escroquerie et de décadence, et certaines scènes se gravent dans son esprit au point de changer sa vision du monde. Cette société dégénérée se retrouvera dans ses œuvres. En 1932, il vend The Phoenix on the Sword, première histoire publiée de Conan, qui lui apporte un succès considérable. Sa nouvelle contient tout ce que recherche les lecteurs, de la magie, du combat à l'épée, de l'aventure, et sa philosophie est la suivante, la sauvagerie finira toujours par gagner. Dans La Reine de la Côte Noire, Conan explique sa conception du monde. Dans ce monde, les hommes luttent et souffrent en vain, trouvant du plaisir seulement dans la folie ardente de la bataille. Il me suffit de vivre intensément. Tant que je peux savourer le jus succulent des viandes rouges et le goût des vins capiteux sur mon palais, tant que je peux jouir de l'étreinte ardente de bras à la blancheur d'albâtre et de la folle exultation de la bataille lorsque les lames bleutées s'enflamment et se teintent d'écarlate, je suis satisfait. Vivant l'instant présent et se moquant tant du passé que de l'avenir, Conan connaîtra des aventures face à des pirates, brigands, mercenaires, voleurs et même des rois. Le succès des écrits d'Howard peut lui permettre de vivre dans une petite ville du Texas en pleine Grande Dépression. Mais en l'absence de son père, il doit veiller sur sa mère malade de la tuberculose. Sujet à la dépression, Howard se confie peu, malgré une grande correspondance avec ses amis auteurs. Et lorsqu'en 1936, sa mère tombe dans le coma, Howard écrit ses derniers mots. Tout s'est enfui, tout est accompli. Hissez-moi sur le bûcher. La fête est finie, et les lampes expirent.
Howard se donne la mort le 11 juin 1936, à 30 ans, laissant derrière lui de nombreuses histoires non publiées. Il va falloir attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir les œuvres de Howard acquérir un certain intérêt aux yeux des bibliophiles. Longtemps, les écrits d'Howard n'ont pas été étudiés sérieusement par les critiques littéraires, mais Conan va survivre à son créateur, car beaucoup d'auteurs ont obtenu la permission d'utiliser ce personnage pour des romans et des histoires de comics. Et c'est en 1958 que le Cimmérien fait ses premiers pas dans le monde de la BD, grâce à une petite maison d'édition mexicaine qui publie une trentaine de magazines en noir et blanc, de 32 pages, de façon hebdomadaire, dans lesquels on trouve Conan et Belite, la reine de la Côte Noire. Écrit par Riol Deman et illustré par Salvador H. Laval, cette série de comics s'appelle La Reina de la Costa Negra. Le récit parle des aventures d'un Cimmérien très différent de celui que nous connaissons puisqu'il est blond et porte une armure avec un aume. Dans les années 60, les lecteurs commencent à réclamer à Marvel l'adaptation en comics des classiques des pulp magazines tels que Doc Savage, Tarzan, John Carter et Conan. La Maison des Idées répond à la demande des lecteurs, à l'exception de Conan, car le genre épée et sorcellerie ne séduit pas encore Stan Lee, le directeur éditorial assisté de Roy Thomas. Mais Stan demande à son bras droit de faire des recherches sur le genre, et très vite Thomas s'intéresse à Tongor, qui est l'invention personnelle de Lynn Carter, un adepte de Howard. Et Roy Thomas ne découvrira Conan que très tardivement, grâce à la passion de Jill Kane pour le Cimmérien. Mais pensant que le personnage est hors d'atteinte pour Marvel, l'éditeur de l'époque, Martin Goodman, choisit Tongor. Mais comme l'agent de Lynn Carter tarde à lui donner une réponse, Roy Thomas contacte Glenn Lord, qui est l'agent de Howard, et habilement, Thomas lui offre un montant légèrement plus élevé que celui auquel Martin Goodman a consenti pour acquérir les droits d'un héros d'épée et de sorcellerie. Thomas prend un risque, car il n'est pas sûr d'obtenir l'écriture de Conan, et Goodman risque même de retenir la différence sur son salaire. Mais tout se termine bien, car Glenn Lord accepte l'offre de Marvel. Goodman décide d'économiser l'argent perdu sur les droits en choisissant un artiste moins expérimenté, et Roy Thomas se retrouve à l'écriture de Conan the Barbarian, la première série dédiée aux Cimmériens. Mais Goodman ne veut pas prendre de risques. Il n'a aucune idée du succès que pourrait avoir une telle série. Il refuse de laisser Thomas et Stan Lee recruter John Buscema et même Jill Kane, et il opte finalement pour un jeune artiste britannique, Barry Smith, qui est aux États-Unis depuis plusieurs mois sans avoir la possibilité d'obtenir un permis de travail. Goodman embauche donc un débutant, mais il sait que Roy Thomas et Barry Smith ont déjà connu un succès éditorial en collaborant sur Stars the Slayer, un héros similaire à Conan dans le magazine Chamber of Darkness. C'est ainsi que les deux artistes commencent à travailler sur les premiers numéros de Conan the Barbarian. Le premier sort en octobre 1970 et connaît un succès immédiat. Le travail des deux artistes est efficace et couronné de succès, tant et si bien que le deuxième numéro, en décembre 1970, est nominé au Shazam Award, un prix décerné par l'Academy of Comic Book Art. Et dès lors, les aventures du Cimmérien connaissent un tel succès que la série durera pendant 275 numéros en faisant un habile mélange d'adaptations comprenant les œuvres des successeurs de Howard et des histoires inédites dans un style si proche de l'original qu'il en est indiscernable. Toutefois, les deux artistes font quelques adaptations artistiques par rapport au premier dessin publié dans Vertels, car il y avait déjà dans les pulps des illustrations qui accompagnaient la première page. Les dessins pouvaient être de qualité variable. Certains artistes semblent ne pas avoir lu les histoires, alors que d'autres s'appliquent et offrent un travail adapté. Prenons quelques exemples pour bien montrer les adaptations faites par Barry Smith dans les comics Marvel. Dans Les Clos Rouges, par exemple, le dragon décrit par Howard dans sa nouvelle était une sorte de stégosaure, animal végétarien au départ, devenu ici un carnivore, doté de crocs effroyables. Ce dessin de H.D. Duley, publié en octobre 1936 dans Vertels, ressemble à un dragon assez classique de l'imaginaire de l'époque. La version de Smith en fait un monstre beaucoup plus reptilien. De même, lors de la bataille opposant Conan et Valeria au prince Olmec et la princesse Taslela, le Conan de Dudley est habillé en boucanier conformément à la description de Howard. Roy Thomas et Barry Smith ont adapté la tenue, puisque voir le Cimmérien en Bermuda les gênait particulièrement. Et même la bagarre entre Conan et Tolkemec, sous les yeux médusés d'une Valeria pas très habillée, a considérablement changé dans la version de Savage Tale. Smith et Thomas étaient assez gênés par la version de Weird Tale qui présentait Conan en train de bastonner un vieillard, et les auteurs de Marvel ont transformé Tolkemec en une créature sortie d'une vision d'horreur plus en rapport avec l'atmosphère du récit horrifique. De sa naissance dans Vertel en 1932 à sa fabuleuse longévité, dans les comics Marvel, Conan le Cimmérien a survécu à la mort prématurée de son créateur Robert E. Howard. En jouant le rôle de précurseur des comics d'aujourd'hui, les pulp magazines ont permis de rendre rapidement populaire Conan, et ce dernier a connu une renaissance dans les années 70, grâce aux comics, puis au cinéma dans les années 80. À n'en pas douter, au début des années 30, Robert E. Howard ne s'imaginait sans doute pas un instant que la parution de la première nouvelle de Conan, dans Vertels, allait faire entrer le nom de son personnage dans l'histoire. Conan le Cimmérien, barbare de l'âge iborien, est devenu au cours du temps, et pour toujours, l'archétype du guerrier musclé dans l'imaginaire de la fantaisie.